Voilà. D'abord, moi, je me présente. Mon nom, beaucoup dans cette salle m'appellent Bouba. Bouba Diop. Même si officiellement, c'est Babacar Diop. Je signe souvent Babacar Diop dit Bouba. Parce que quand je suis allé à l'école primaire, le directeur de l'école, je suis du fleuve. Au lieu d'écrire Babacar, a écrit Boubacar. Il y a des Wolofs, des Soninké, des Alpulaar. Ce qui fait que je me présente comme Babacar Diop dit Bouba. Je suis enseignant à l'université de Dakar. Alors je suis présent, c'est un honneur, parce que j'étais venu comme vous tous pour soutenir notre frère, notre collègue Yankoba. Je suis à moitié surpris parce que je savais que les collègues qui étaient pressentis pour modérer ont eu des empêchements de dernière minute, mais ils m'avaient dit doyen, Bofoneke, tu pourras modérer. Donc je le fais avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est un devoir. À l'université, on est une famille. D'autant plus qu'on est dans le même syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Et je disais tout à l'heure au professeur Ablaye Bathily que c'est intéressant de voir les générations. Parce que dans cette salle, il y a une génération 60, génération 70, génération des années 80. Je disais tout à l'heure que quand moi je suis venu à l'université en tant qu'assistant, cette génération avait de très bonnes relations avec les enseignants que nous étions. Et je disais au professeur Bathily que même l'actuel président de la République, je me rappelle très bien, les actions dans les amicales, etc. Mais le destin est là aujourd'hui. Ablaye, qui était déjà maître de conf, professeur, nous tous, nous avons suivi ces évolutions. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit ces productions comme les productions que vous allez découvrir aujourd'hui. Ma satisfaction est encore d'autant plus grande que le doyen Niayar, que je vois dans la salle, je ne savais pas que j'allais le rencontrer. Il était notre pion à Saint-Louis. Donc à l'époque, il y avait des internats. Les jeunes ne s'imaginent pas que c'était la période dorée pour les élèves et pour les étudiants. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Je sais que c'est maintenant, je découvre que c'est le Goro de Yankoba. Donc merci beaucoup. Et je suis d'autant plus content aussi que autour de nous, les collègues qui vont intervenir, les professeurs Adiba, Sidi Gassama, le professeur Chertiam, c'est vraiment des personnes, des collègues avec qui on a des acquaintances et je crois que leur intervention va nous aider. Alors, ma mission est simple, c'est de donner la parole aux collègues tel que c'est demandé. Elle est complexe, et c'est pour ça que je suis très content d'être là. Je n'ai pas encore lu le livre. Je dis souvent la mission sera très facile parce que comme nous tous, on est venus, on n'a pas encore... Donc on ne va pas être bavard, parce que, sauf les quatre. Alors, mais je dis que je suis très content parce que je vous raconte une anecdote à propos du libéralisme. Dans les années 2000, j'ai dirigé le CONGAT, le Conseil des ONG, de 1999 à 2005. Il y avait régulièrement des rencontres au Bénin, société civile, partis politiques et la presse. Et une année, j'étais dans la délégation sénégalaise. Moi, j'étais dans la société civile, délégation, et on parlait du libéralisme. Et j'ai dit, j'étais très énervé à un certain moment des débats, j'ai dit dans mon intervention qu'un Africain normal ne peut pas être libéral. Alors, dans la délégation gouvernementale, il y avait Aliou Sow, qui m'a dit « Ah, doyen de Teide Saga Ngagnou ». Ah, donc je retire ce que j'ai dit. Et j'ai ajouté « Un Africain peut-être bien informé de l'histoire ne peut pas être libéral ». Parce que j'ai parlé de la traite négrière, des problèmes du capitalisme, etc. Après, Aliou m'a proposé, doyen, à l'université, on va vous faire une conférence sur le libéralisme. Vous allez voir que le libéralisme social existe. J'ai dit, eh bien, d'ailleurs, en parenthèse, j'attends toujours cette conférence. Et aujourd'hui, heureusement que le bouquin, heureusement le livre
de Yankoba va régler ce problème. Voilà, c'est pour ça que je suis très content. Je ne sais pas Ali où est-ce qu'il est, mais c'est une promesse qu'on a faite. C'est pour ça que donc, je suis très content d'être là. Et je vais donner la parole d'abord à notre collègue, notre ami, qui va présenter l'auteur. Batsam, Bat à la parole. À partir de maintenant, je ne parlerai plus. Je vous ai dit ce que j'ai à dire de bien. Donc Bat, qui est notre collègue, va dire un mot. Et aussitôt après, on va suivre. Parce que je suis du département d'Angleterre. On est ensemble. Bon, mais on n'a pas toujours été ensemble au département en tant que collègue. J'ai été son prof. C'était mon étudiant. Terrible. Comme l'actuelle directrice de la CEPTV, MNF et d'autres. Terrible parce que vous êtes en classe, vous posez une question, avant de finir de libérer la question, il a la réponse. Tellement il est intelligent, percutant. Je me souviens donc de cet étudiant et de ce collègue, du collègue. Je ne sais pas lequel est le meilleur, Yankuba étudiant, Yankuba enseignant. Bon, mais comme la vie est un fleuve, on va. Quand il était étudiant, il était cool. Quand il est prof, il est cool. Il est très bien. En tout cas, il est venu à l'université au cours de l'année 97-98. C'était sa première année. Yankuba fait partie des étudiants qui n'ont pas connu de retard. La première année au doctorat. Pour quelqu'un d'aussi engagé, dynamique, sincère dans ses choix qu'il pratique, parce que pour Yankuba, la vérité, ce n'est pas seulement des paroles, c'est la mise en pratique de ses convictions. Quelqu'un qui est comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait des retards par rapport à la chose académique. Mais ça n'a pas été le cas. Yankuba est allé. C'était quelqu'un de différent. Une différence liée au fait qu'il ne faisait pas que ses cours pour rentrer après. Non. Il était engagé dans toutes les luttes étudiantines. Il a été membre du mouvement syndical, président de la commission pédagogique du mouvement au niveau de la faculté des lettres. Ensuite, il a été président de cette même amicale qui est la plus grande de l'université. Ensuite, il a été représentant des étudiants de la faculté de l'université, à l'assemblée de l'université, pardon, et il a été représentant de tous les étudiants de l'UCAD au conseil de discipline. M. Seydi ne s'était pas rendu utile simplement et seulement pour les étudiants. Il avait en même temps un engagement politique affirmé. Donc, syndicalisme politique. Et, vraiment, Yankuba, quand il est dans quelque chose, il est à la fois visible et audible. Il ne passe pas inaperçu. Ce n'est pas possible. Il a toujours été remarqué pour ses convictions pour la défense des libertés et des principes démocratiques. Qu'on soit d'accord ou pas, sa caractéristique principale, c'est d'être sincère dans ce qu'il fait. Si vous croyez que l'étudiant Yankuba Seydi est fini avec ses engagements divers, vous avez tort. Il était également dans le mouvement associatif et dans l'activisme académique, syndicalisme, mouvement associatif, activisme, unité.
On se souvient qu'en mars 2000, lorsqu'un vieux bateau poubelle contenant des substances très dangereuses menaçait de couler au large de Dakar, il avait mobilisé les étudiants et avait marché et manifesté pour obtenir des autorités qu'une solution soit trouvée pour ce bateau. Déjà, c'est engagement. Pas seulement au niveau de l'université, pas seulement au niveau des amphis, mais même au-delà, au niveau national. On le voit bien, Yann Bosseli, en plus de ses études, était très actif dans le syndicalisme étudiant, dans le mouvement des jeunesses politiques, dans le mouvement associatif, dans l'activisme, une liste déjà trop longue pour un étudiant. On aurait dit, bien cru qu'il ne réussirait pas à aller, première année, deuxième année, etc. Mais comme vous pouvez le voir, ces engagements multiples et le fardeau qui va avec n'ont jamais réussi à lui faire perdre de vue qu'il était à l'université pour étudier. Car malgré tous ces engagements, il étudiait et étudiait bien. C'est ça, cette partie-là qui m'intéresse. En fait, pas seulement ça, mais là on se rend compte qu'il étudiait vraiment bien. Et en cela, je crois, c'est un exemple. Moi, je suis vraiment pour que les gens s'engagent dans ce qu'ils font dans la vie, à l'université, dans la vie sociale et au niveau des études. Et vraiment, ils le réussissaient très bien. Yankuba est un exemple. Et c'est pour ça que moi, je considère que c'est un honneur de parler de ça. Il a fait son doctorat de 3e cycle en juillet 2007. Et 7 ans après, il a fait son doctorat d'État. Ce qui, les universitaires savent que ça, c'est quand même une prouesse. Si vous croyez qu'il a fini avec ses engagements, vous avez tort encore. Parce qu'après le 3e cycle, il a été recruté comme assistant stagiaire. Et c'est immédiatement qu'il a intégré le SAES. Donc, étudiant, enseignant, il intègre le SAES. Syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Là aussi, il s'est très vite distingué pour avoir très rapidement gravi les échelons en dirigeant la section lettres et baptistes du SAES. En étant le chargé de communication du campus de Dakar, avant d'en devenir le coordinateur. Son engagement syndical dans le SAES a valu beaucoup de satisfaction à la communauté tout entière. Il faut le reconnaître. Il s'acquitte très bien de ses enseignants. Là aussi, c'est une fierté pour nous. Il est dans le département, mais là où on se rend compte, c'est au niveau des études britanniques. Il est merveilleux au niveau du département. Il est encore mieux au niveau de la section études britanniques. C'est un passionné de la recherche. Avec comme centre d'intérêt Google, la pensée libérale en Grande-Bretagne, les institutions politiques, la démocratie, la géopolitique du monde anglo-saxon. Voici ces domaines de prédilection au niveau de l'université en tant qu'enseignant et en tant que chercheur aussi. Donc c'est quelqu'un qui facilement organise des rencontres sur le Brexit, des rencontres sur ce qui se passe en Grande-Bretagne en rapport avec ce qui se passe dans le monde. Et ça permet à nos étudiants d'avoir une ouverture, de voir très bien ce qui se passe ici par rapport à ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe ailleurs par rapport à ailleurs. Nous ne sommes donc pas surpris qu'il publie un livre dans ce sens, celui dont nous procédons aujourd'hui à la cérémonie de dédicace. Monsieur Seydi, je ne dirai pas tout. C'est pour ça que le département de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop nous disent merci. En tout cas, moi personnellement. Et j'ai discuté avec un autre collègue, Bolivien,
vous savez ce que vous représentez, vous de ceux qui ont été. Franchement, il y a beaucoup de fête. Alors nous te disons merci et te demandons de continuer la recherche de la vie. Merci bien. Je pense que nous tous dans la salle, nous sommes d'accord sur le contenu de son message. J'ajouterai tout simplement, avant de passer la parole à Adi, que je confirme ce qu'il a dit. C'est dans toutes les organisations syndicales que je connais. Je ne vais pas parler des partis parce que c'est un peu plus compliqué. Il y a souvent une aile de gauche, souvent qui fait bouger les choses, une aile de droite, et il faut toujours diriger par le centre si vous voulez que l'organisation vive. Lui, il a toujours été, et je pense, dans le mouvement syndical, dans les ailes de gauche, à l'intérieur du syndicat. Je vais vous donner une anecdote qui explique, c'est un aveu que je fais ici, comme Abdou Bati laissé, c'est comme ça qu'on documente les archives. L'actuel gouvernement, vous savez, quand il a commencé à vouloir changer l'université, quand il y a eu ce fameux projet de loi pour changer l'orientation, je me rappelle à une AG, je n'étais pas encore à la retraite. Le gouvernement s'est débrouillé pour, avec ses experts, faire quelque chose en catimini pendant les vacances de Noël. Et rapidement pour faire passer ça à l'Assemblée. Quand j'étais au courant, à l'Assemblée générale, c'est lui qui dirigeait avec d'autres, j'ai dit, vous savez, si on veut se faire respecter, c'est tellement gros cette affaire qu'il faut faire comme dans la tradition africaine. Quand le CS venait d'avoir 30 ans, je dis, il faut faire comme faisaient nos ancêtres. C'est quoi? Njuli, bu génnee ci lël dafay jël yére mu taal ko ñëpp gis ko comme ça nit ñi def. Section bi moom surtout ils ont pris cette information ñu ne dañ koy matérialiser. À ma grande surprise gars yi dañ koy def rectorat. Et vous connaissez l'histoire. Ce projet de loi, eh bien, effectivement, les collègues, les jeunes, ils ont brûlé ça. Ça a fait un tollé. Les journalistes sont venus. Et on a parlé d'autodafé. Et que vraiment, c'est un scandale que des universitaires fassent ça. Il a fallu que j'intervienne. Quand Ndiaye du CECI, je ne sais pas si la charte de la communication. Ah, Mamoudou est là-bas. Heureusement, il était très subtil. Il a orienté les journalistes vers moi. J'ai dit aux journalistes, ce n'est pas de l'autodafé. On ne veut pas brûler le pays. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Beaucoup de gens m'ont appelé, me disant, heureusement que tu étais là-bas, on a mieux compris. Donc c'est pour dire que ils ont fait des choses et après les députés sont venus. Vous savez, Sénégal, comment ça se règle? Le gouvernement est revenu à la raison. C'est comme ça que les choses sont devenues ce que vous savez. Parce qu'eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc je remercie vraiment Bach d'avoir rappelé ça. C'est dit, si ça est, l'aile radicale le bok. Et heureusement, l'aile de gauche, et je pense qu'il faut toujours dans les syndicats préserver l'aile de gauche. Maintenant, la droite et le milieu, ici, il faut les préserver. Merci beaucoup. Sinon, on n'aura pas d'organisation. Alors, maintenant, Adi, je ne vais pas vous le présenter. Vous tous savez qu'il est enseignant-chercheur à la FASTEF, grand philosophe. Sans tarder, je lui donne la parole. Chacun d'entre eux va parler entre 10 et 15 minutes maximum. À la fin, il va répondre parce que sûrement ils vont le taquiner. Et quand il aura terminé, je pense qu'on passera à la phase dédicace. C'est bon? Oui, c'est 10-15 minutes. Oui. D'être ici devant l'aéropage de maîtres, en fait, des gens qui sont mes maîtres à l'université, et devant vous, bien sûr, avec vous qui modérez, qui êtes aussi un de nos maîtres à l'université, même si je n'étais pas dans votre département. J'ai quand même été à la faculté des lettres et je sais ce que vous représentez pour l'université sénégalaise et pour le pays. Donc nous vous remercions pour votre service, comme disent les Américains, pour ceux qui ont fait l'armée. Je remercie également Yankhoba de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette rencontre.
vous avez parlé de syndicats, nous ne sommes pas dans le même syndicat, donc, et tout ça, mais nous sommes amis depuis la première année d'université, et cette amitié s'est approfondie au fur et à mesure que nous avancions, parce que Yankoba a beaucoup rodé. Il était en langues et civilisations britanniques, mais il a beaucoup rodé au département de philosophie. D'ailleurs, on voit ici Pam Ndiaye, avec qui nous étions, et Monica d'ailleurs, avec qui nous étions au département de philo, et Khadim, qui était au département de lettres, et qui a aussi beaucoup rodé au département de philo. Donc du coup, on voit bien quel genre de personne c'est, parce que quand nous sommes arrivés en DEA, quand nous avons été plus avancés dans nos études, nous avons de plus en plus partagé des séminaires, parce qu'il venait souvent au séminaire, notamment du professeur Semou Pategei. Donc on a de plus en plus travaillé ensemble, on a appris à se connaître, et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et d'affection, et je pense que j'ai la faiblesse de penser que c'est réciproque. Et en fait, je parle du fait qu'il a passé beaucoup de temps au département de philo, parce que du coup, ça montre pourquoi ce livre existe. Il a produit un travail qui est quasiment philosophique sur la tradition libérale britannique. Quand nous parlons de libéralisme, comme l'a dit le professeur Diop, nous pensons souvent à l'injustice économique, parce que nous sommes dans un monde qui est dominé malheureusement par l'ultralibéralisme, et l'ultralibéralisme est un dévoiement du libéralisme. Ce n'est pas le libéralisme, c'est un dévoiement du libéralisme. Et quand le livre de Yankoba est important, parce qu'il nous ramène à ce qui est essentiellement le libéralisme, c'est-à-dire une réflexion, une tradition, parce que le droit anglais a été pour beaucoup non écrit, donc il y a beaucoup d'aspects traditionnels et coutumiers dans le droit anglais, et une tradition qui a, par certains équilibres, permis de favoriser un élargissement de la liberté à de plus en plus de personnes. Et ce livre est une réflexion quasi-philosophique sur ce fait-là, sur le fait qu'il y a eu cette tradition particulière-là qui a donné naissance à un élargissement de plus en plus grand de la liberté, et qui a essaimé dans le monde, parce que certes, il y a la charte du Mandé qui précède la Magna Carta, mais il se trouve que la Magna Carta a quand même eu une influence et a servi de matrice à beaucoup de systèmes juridiques, et Yankoba le montre assez bien. Donc cette réflexion est extrêmement intéressante. Et en fait, là où un philosophe se serait focalisé sur les idées, Yankoba se focalise sur les idées, certes, mais également sur l'histoire, sur la complexion particulière de la société britannique, où, en montrant de manière assez fine, je trouve, et intéressante, que la concurrence entre un souverain absolu, une noblesse qui était très forte, donc un ensemble de baronnies assez fortes, l'Église a finalement abouti paradoxalement à un élargissement de la liberté qui va même qui va même concerner le peuple. Donc on a eu cette monarchie particulière-là qui a très vite été une monarchie qui organisait la liberté pour tout le monde. Donc, et en fait, une des choses sur lesquelles insiste Yankoba et qui est très intéressante, c'est que dans les îles britanniques, il y a eu cette idée que la liberté est l'état naturel de l'homme. Donc ce n'est même pas quelque chose que l'on conquiert. C'est juste notre état naturel. Nous sommes libres. Étant donné que nous sommes humains, nous sommes libres, point. Du coup, de droit, personne ne peut
nous empêcher d'être libres. Et en fait, du coup, le livre va être l'histoire de la manière dont cet état naturel-là a été de plus en plus protégé via des conquêtes, parfois juridiques, parfois juste sociales, qui ont fait que de plus en plus on a préservé cet état naturel de l'homme-là. Et on a mis d'une certaine manière la liberté à l'abri de l'arbitraire du souverain. Donc, et ça, je trouve qu'il le fait de manière extrêmement intéressante dans ce livre, en mêlant une érudition historique, une connaissance fine des concurrences, des circonstances historiques, etc., et de la législation. Donc ça a été vraiment très bien fait, je trouve, dans ce livre. Et une question que je pense que vous ne poseriez pas cette question-là, mais c'est une question qu'on nous pose toujours quand on fait des sciences humaines, quand on produit quelque chose dans les humanités. La plupart des gens vont nous demander, oui, bon, c'est intéressant, mais pourquoi? Et là, le livre, clairement, est campé dans les îles britanniques, c'est l'histoire des îles britanniques, etc. Du coup, je vois bien les gens lui poser cette question-là. Quel est l'intérêt de s'intéresser, de se focaliser sur des centaines d'années, voire des millénaires d'histoire britannique pour nous parler de la liberté? Et d'ailleurs, j'ai parlé de la charte du Mandé. Du coup, on lui sortira d'ailleurs que la charte du Mandé précède la Magna Carta, etc., etc. Donc il y a toujours ce risque que les afrocentristes attaquent tout le temps tout discours sur l'autre, sur ces bases-là. Je pense qu'une première réponse, c'est celle que ferait Terence, c'est-à-dire que nous sommes humains et rien de ce qui est humain n'est étranger pour nous. Donc rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Donc en tant que juste savant, tu t'intéresses au monde. Et d'ailleurs, les autres nous ont conquis parce qu'ils se sont intéressés à nous. Et nous-mêmes, si nous ne connaissons pas et ne comprenons pas les autres, nous ne pouvons pas avoir d'influence sur eux et dans le monde. Ça, c'est une première réponse qu'on peut faire sur cette question. J'aimerais répondre à cette question-là d'une manière plus complexe, parce que le livre quand même est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que quand il m'a proposé d'en parler, je lui ai dit que j'allais prendre juste un point. C'est le point sur le habeas corpus, et voir concrètement comment nous pouvons, une connaissance de ces choses-là peut nous aider dans nos luttes quotidiennes. On a dit que Yankoba est un politicien. Et en fait, l'une des choses qui est importante en politique, c'est de ne pas juste chercher à conquérir le pouvoir pour le pouvoir. C'est d'être dans une dynamique dans laquelle la recherche du pouvoir est guidée par des principes et des réflexions, et du coup nous permettra en retour de servir nos concitoyens. Et du coup, l'une des choses qui me semble être extrêmement intéressante dans la civilisation anglo-saxonne, que nous devons à la civilisation anglo-saxonne, c'est ce qu'on appelle le habeas corpus. Et j'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on voit concrètement comment on peut utiliser ça pour théoriser quelque chose qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est l'arrestation de notre collègue Babacar Diop. Donc, vous allez voir que, et c'est pour ça que je parle dans ce qui est annoncé, je parle d'une part des franchises universitaires, d'autre part du habeas corpus. Les franchises universitaires sont insuffisantes pour expliquer. Ah, je parle de Babacar et Babacar rentre. Donc, ça c'est... Donc, les franchises universitaires sont insuffisantes pour expliquer ce qui s'est passé cette année. Parce que je vais juste reposer le cas. Babacar Diop a été arrêté
dans une manifestation qui s'est clairement passée en dehors de l'université, n'est-ce pas? Et dans des activités qui sont externes à l'université également. L'université s'est mobilisée et a obtenu sa libération. Une mini-polémique qui a eu lieu, et en tant que syndicaliste, j'ai été mobilisé dans cette histoire-là, et du coup, j'ai eu des retours sur ça. Les gens nous disaient, mais vous ne pouvez pas dire que ce qu'il a fait est couvert par les franchises universitaires. Vous ne pouvez pas dire ça. Les franchises universitaires garantissent la liberté de police administrative de l'espace universitaire et garantissent la liberté de recherche et d'enseignement par les enseignants-chercheurs. Or, ce qu'il a fait, c'est passé en dehors de l'université, etc. Mais en fait, ajoutons ce dont parle Yankhoba dans son livre, c'est-à-dire la notion d'habeas corpus. La notion d'habeas corpus, c'est le fait que en 1779, je suis très mauvais avec les dates. En 1679, il y a eu cette loi-là qui dit juste un truc qui paraît très simple. La norme, c'est le fait que physiquement, on soit libre. C'est juste ça. La norme, c'est ça. On n'a pas à prendre quelqu'un et à l'enfermer. Son corps. Donc, on n'a pas à prendre le corps de quelqu'un et à l'enfermer. Et du coup, il faut une loi. Et ça, c'est une liberté naturelle. C'est l'état naturel de l'homme que de ne pas être enfermé dans un enclos comme un mouton. C'est juste ce fait-là que la loi d'habeas corpus essaie d'assurer. Et pour assurer ça, on va faire une loi qui va dire, si on arrête quelqu'un, on le présente à un juge, et s'il n'y a pas une raison extrêmement forte de le maintenir en détention, on doit le libérer. Ça, c'est la norme. On doit le libérer. Donc, on a un temps défini dans lequel il faut qu'il voie un juge. Et ce temps-là va être de plus en plus raccourci. D'accord. Donc, ça veut dire que si on prend maintenant l'arrestation de Babacar, c'est un enseignant-chercheur, il est couvert par les franchises universitaires pour beaucoup de choses. Mais si on combine à cette histoire-là l'habeas corpus, on voit bien que la norme doit être que si on arrête quelqu'un, supposons qu'on considère qu'il est dangereux et qu'aller au palais, c'est mettre en danger le président de la République et tout ça. Bon, on peut. Mais même, une fois qu'on l'a arrêté, qu'on l'a mis hors d'état de mettre en danger la vie du président de la République, donc il faut le libérer. C'est juste ça, c'est ça, habeas corpus, c'est ça. Il faut après le libérer, et après, si on veut, on le juge. Et si un juge décide qu'il faut l'enfermer, là, on l'enferme. Donc, vous voyez, les franchises universitaires sont insuffisantes pour expliquer pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que communauté, pour assurer que Babacar Diop, en tant que citoyen, en tant qu'être humain tout simplement, soit libre. Donc, il a la garantie de représentativité, etc., etc. Donc, il faut qu'on le libère. Maintenant, et là, j'aimerais d'une part critiquer notre communauté. Et en fait, je pense que ça me permettra de dire rapidement une limite que je vois au livre de Yankhoba. Nous avons fait ça pour Babacar et c'est très bien. Mais nous devrions faire ça pour tout le monde. Nous devons entendre. Est-ce qu'en tant que communauté, nous nous battons pour que la notion d'habeas corpus soit tellement diffusée dans la population sénégalaise pour que ce ne soit pas une question de caste. Les maîtres d'enseignement coranique ont leur habeas corpus, les industriels qui ont de l'argent ont leur habeas corpus, etc., etc. Et l'une des choses que montre Yankhoba, c'est que quand on a fait le rite d'habeas corpus, ceux qui se sont opposés à ça, c'est aussi les nobles, parce que l'arbitraire n'était pas seulement le fait du roi, c'était aussi parfois le fait des nobles. Et d'une certaine manière, nous aussi, nous sommes une caste. Quand nous demandons le habeas corpus pour les nôtres, mais que nous ne les demandons pas pour les autres,
nous nous comportons comme une caste, comme cette caste-là qui s'était opposée à l'élargissement de l'habeas corpus à l'ensemble du peuple. Et cette critique-là, je nous la fais en tant que communauté. Je pense que ça montre un point aveugle du livre de Yankoba, sur lequel j'aimerais un peu l'interpeller. C'est qu'il a montré de manière très intéressante la dynamique qui a abouti à l'élargissement des droits en Angleterre. Une chose qu'il montre moins et qui n'est pas vraiment effleurée dans le livre de Yankoba, c'est le paradoxe qui fait que l'Angleterre a été une puissance coloniale qui s'est étendue d'abord dans toutes les îles britanniques et après dans la moitié du monde connu. Et les Anglais ont d'abord très mal traité leur propre peuple, puis ils ont très mal traité les Irlandais, etc., etc. Et puis le reste du monde, ils ont quand même soumis le reste du monde à un régime qui était loin d'être conforme à ses propres principes. Et ce paradoxe-là n'est malheureusement pas effleuré dans le livre de Yankoba. Et une des choses que si je dois faire un reproche au livre de Yankoba, c'est qu'il montre une très grande admiration pour un système qui effectivement est admirable. Mais il ne montre pas suffisamment, je trouve en tout cas, les limites concrètes de ce système qui sur le papier est admirable. Je vous remercie, je pense que je n'ai pas fait plus de 15 minutes. Son input sur l'histoire du mot, les philosophes sont satisfaits, les historiens, les linguistes et les latinistes que je suis également, habeas corpus, effectivement c'est un impératif, il faut libérer, c'est très intéressant. Alors, je voudrais dire que ce qu'il a fait va nous aider pour mieux comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai que l'histoire du mot, c'est important. Le mot autonome, quand on crée les syndicats autonomes, Bachelier, tous ceux qui sont dans la salle, au Sénégal c'est progressiste. Mais en France, si vous dites que vous avez un syndicat autonome, on vous regarde avec beaucoup de soupçons. Parce que autonome en France, c'est que vous vous éloignez de la CGT. Et que donc, bon, vous êtes suspect, vous êtes considéré comme quelqu'un de droit. Donc c'est intéressant l'éclairage. Et je pense qu'également le débat permettra de revenir. Pourquoi les anglophones parlent academic freedom? Nous, francophones, on dit franchise universitaire. Tout ça, quand le CODESIA organise, des fois avec les amis angolais de l'Ouganda, etc., des fois il y a des débats très complexes et je crois que c'est bien d'avoir ces éléments. Et je crois que après, quand le livre sera diffusé, une information très intéressante, c'est, j'ai vu hier ou avant-hier un tract d'une section du SAES qui dit que l'arrestation de Babacar, ce n'était pas des questions pédagogiques, les syndicats ne se prononcent pas, je crois que c'est la section de CESTI qui dit que oui, il y a d'autres questions également. Alors, je donne une information capitale. Moi, la seule fois où j'ai fait la prison, avec d'autres collègues universitaires, ce n'était pas un combat syndical. C'était un appel de Ablaye Wade, de Moustachidine, on a été là-bas, on a fait une marche, et on s'est retrouvés en prison. Et Madame Bassok est venue parce que le gouvernement a dit qu'il faut qu'on libère les universitaires. On a refusé, on a dit qu'il faut qu'on discute avec tout le monde. Et ça, c'était pas possible. Le procès n'a jamais eu lieu parce que ça me permet de faire la transition. Il y avait d'autres camarades universitaires aussi qui étaient très forts dans le mouvement associatif, les camarades de la RADO. Mais ce procès n'a jamais eu lieu. Les juges, pendant toute une journée, la plaidoirie n'a pas pu avoir lieu, on nous a libérés. On nous a libérés, c'est la seule fois où moi j'ai passé des jours. Il y avait Guiraud, il y avait d'autres camarades, on a été en prison. Mais c'était un mouvement social. C'était autre chose, c'était pas lié au problème de l'université, donc je crois qu'il a fait un éclat. Donc, le combat, les Guy Marius et les autres là, il faut qu'on les libère. Si c'est un procès, pourquoi garder les gens? Donc, je crois que c'est bon qu'il pose ce problème, et je crois que Seydi va répondre tout à l'heure sur la question des libertés et du libéralisme. Le libéralisme, c'est à gauche aux États-Unis et en Angleterre, c'est vrai. Quand on dit quelqu'un est libéral, chez les Britanniques, là, ou chez les Américains, c'est à gauche. Mais nous, ici, c'est effectivement très différent. Donc, c'est dit,
la transition. Merci. Il y a quelques séries qui sont de grands marabouts et qui sont des alliés des Diaranké. Et donc, voilà. Donc, je remercie beaucoup le professeur Seri de m'avoir invité à participer à ce panel pour parler de liberté publique au Sénégal. Sans doute pour un peu faire, je ne dirais pas la comparaison, mais un peu avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, qui est extrêmement intéressant. Même si, comme vous l'avez bien dit, la Grande-Bretagne, dans son histoire, a très peu respecté ce principe d'habeas corpus. Dès lors qu'elle est sortie de ses frontières, y compris ses frontières immédiates, l'Irlande, ce principe fondamental de protection de l'être humain n'a toujours pas été respecté. Et je dirais encore après le 23 septembre 2001, la Grande-Bretagne a quand même eu à arrêter beaucoup de personnes en Afghanistan, au Moyen-Orient, des prisonniers qui ont été détenus dans des lieux secrets pendant des mois, parfois des années, sans être présentés en juge. Donc, sous l'aide de Tony Blair. Donc, il est extrêmement important que pour tous ces pays, les traditions ou les droits qui sont reconnus à leurs citoyens soient également appliqués dans leur croisade contre le terrorisme. Et ce que je voulais dire pour parler de liberté publique au Sénégal, c'est de dire que on dit généralement qu'en matière de liberté publique, lorsqu'elles sont proclamées dans des textes officiels, les constitutions, les textes internationaux, il devient extrêmement difficile pour les États de les violer de façon vraiment délibérée, parce que ça fait que les gens les connaissent, qu'ils ont un certain retentissement dans la vie des gens, il y a une certaine poésie dans la manière de les proclamer. Ce qui fait qu'évidemment, lorsque vous écoutez aujourd'hui le débat au Sénégal, tout le monde parle de constitution. Ce sont nos droits constitutionnels. L'État doit respecter la Constitution. Donc, on estime que c'est toujours bien de proclamer ces libertés dans des textes comme les constitutions, mais aussi dans les textes comme les traités internationaux. Alors, quand vous lisez la Constitution du Sénégal, la première, celle de 17 mars 1963, évidemment, vous ne trouvez pas des références ni à la déclaration, ni aux autres textes, mais les libertés sont quand même proclamées dans cette Constitution de 1963. Contrairement à celle de 2001, où vraiment le constituant fait référence dès le départ à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 18 décembre 1948, à certaines conventions. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi on a fait référence à des conventions spécifiques, la Convention pour l'élimination des droits, l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes, la Convention des droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en oubliant les deux textes fondamentaux, les pactes, le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, parce que toutes les conventions découlent de ces deux pactes. Donc, la Constitution de 2001 est clairement inspirée, évidemment, comme c'est bien dit, le peuple sénégalais affirme son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux instruments adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, notamment la DIDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle proclame le respect des libertés fondamentales et des droits des citoyens comme base de la société sénégalaise. Le respect des libertés fondamentales et des droits des citoyens comme base de la société sénégalaise. Alors, c'est clair, non? Toutes ces libertés qui sont proclamées dans cette Constitution, évidemment, sont les libertés qui sont évidemment proclamées dans les traités internationaux.
et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme notamment. On fait référence à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un instrument important. C'est le premier instrument de droits humains de cette nature adopté en Afrique. Il ne fait pas référence à la Charte du Mandé. On aurait attendu que les Africains qui se retrouvent entre eux, parmi il y a des Sénégalais, le juge Kebambaye, le professeur Ibrahima Fall, le professeur Zambien, d'autres professeurs du monde anglophone, on aurait attendu qu'ils fassent référence à la Charte du Mandé, et cela n'a pas été le cas. Mais la grande différence entre cette charte et les instruments qui sont adoptés dans l'enceinte des Nations Unies, c'est que les instruments adoptés dans l'enceinte des Nations Unies mettent l'accent sur les libertés, mais très peu sur les devoirs. Alors, lorsque vous lisez les instruments adoptés dans le cadre de l'Union africaine, vous avez des devoirs du citoyen. Le devoir de protéger sa patrie, le devoir de préserver l'unité africaine. En ce qui concerne les enfants, le devoir de subvenir aux besoins de ses parents. Je dis souvent que si cette disposition de la Charte africaine avait été intégrée dans le droit positif sénégalais, beaucoup de mendiants qui sont dans la rue auraient pu poursuivre leurs enfants, n'est-ce pas, pour abandon. Parce que la Charte africaine dit clairement que il y a une obligation pour les enfants de prendre soin de leurs parents, notamment lorsqu'ils sont âgés, malades, ou lorsqu'ils n'ont pas des moyens de subsistance. Évidemment, la grande critique qui est formulée contre la Charte africaine, c'est évidemment donc l'absence du droit à la vie privée. La Charte africaine des droits du peuple ne reconnaît pas ce droit. Et le professeur Jean-Bien Sheloka Bayani, avec qui j'ai discuté, et Ibrahima Fall, je crois, me l'a confirmé, le professeur Ibrahima Fall me l'a confirmé, que évidemment le débat se posait sur le rapport entre le respect du droit à la vie privée et la question de l'homosexualité. Parce que justement, au moment de la rédaction, beaucoup d'États et beaucoup d'experts avaient considéré que en protégeant le droit à la vie privée, on aménageait des espaces justement pour que cette pratique-là puisse être protégée sur le continent africain, pendant que beaucoup d'États s'opposaient à elle et avaient des mesures dans leur code pénal qui la réprimaient très sévèrement. Donc, lorsque vous lisez la Constitution de 2002, au titre 2, vous avez ces droits qui sont proclamés de façon très emphatique, hein, n'est-ce pas? Vous avez les libertés civiles et politiques, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de presse, liberté d'association, liberté de réunion. Toutes ces libertés sont proclamées dans la Constitution. Et malheureusement, lorsque vous arrivez à l'article 10, l'article 10 dit clairement que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits et libertés ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Et cette notion d'ordre public, évidemment, c'est elle qui pose problème. Parce que lorsque vous voulez organiser une manifestation ou exercer ces libertés au Sénégal, vous devez en faire la déclaration auprès de l'autorité administrative qui doit apprécier si votre manifestation ne présente pas de risque à l'ordre public. Alors, c'est ça la grande difficulté, parce qu'on laisse à l'autorité administrative de décider, n'est-ce pas, si l'exercice d'une liberté, n'est-ce pas, de décider de l'opportunité ou non de permettre à des citoyens d'exercer une liberté. Et lorsque vous lisez les interdictions préfectorales, ces interdictions, le préfet vise généralement une loi de 1918, du 29 janvier 1918, qui dit clairement en son article 14 que l'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire toute réunion publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public, telle que la surexcitation des esprits à la suite d'événements politiques ou sociaux récents. Donc le préfet doit estimer que très certainement les esprits sont surexcités. En l'occurrence, pour le cas de Babacar, on a estimé peut-être que l'augmentation du prix de l'électricité avait créé une surexcitation des esprits, et que pour cette raison, si on autorise la manifestation,
évidemment, les gens vont enjamber les grilles du palais pour aller s'attaquer au président de la République dans son bureau. Donc, le préfet, on donne tellement de pouvoir à l'autorité administrative d'apprécier, évidemment, la situation, que finalement, l'exercice de ces libertés connaît beaucoup de limites. Surtout que le préfet, qui exerce cette prérogative généralement, ne vous informe qu'à la veille ou à quelques heures de la manifestation qu'il a décidé d'interdire. Donc, on ne vous laisse pratiquement pas de temps pour pouvoir faire des recours qui sont offerts par la loi, notamment au niveau de la Cour suprême. Notre débat aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas créer, à l'instar de ce qui existe au niveau des parquets, un greffe au niveau de la Cour suprême, une permanence qui ferait que, parce que vous avez le recours, vous l'exercez en 48 heures. Lorsque vous saisissez la chambre de la Cour suprême, ils ont 48 heures pour réagir. Donc ils peuvent réagir entre le moment où vous les avez saisis jusqu'à 48 heures. Mais lorsque le samedi ou le vendredi, dans la nuit, on vous signifie que votre manif est interdite, vous allez à la Cour suprême pour déposer votre recours, il n'y a personne pour recevoir votre recours. Et le lendemain, votre manifestation doit avoir lieu. Il ne vous reste pratiquement plus le temps pour faire votre recours. Alors, comme j'ai dit, tous ces droits et ces libertés sont proclamés dans des instruments internationaux. Et le pacte sur les droits civils et politiques, qui est un instrument juridiquement contraignant, le comité des droits de l'homme, qui a récemment examiné l'apport du Sénégal, est chargé de surveiller évidemment le respect des droits contenus dans ce pacte par les États partis. Le pacte, en son article 4, dit clairement ceci. Dans le cas, c'est-à-dire on ne peut limiter le droit, l'exercice de ces libertés, de toutes ces libertés, y compris la liberté d'expression, la liberté religieuse, toutes ces libertés, on ne peut les limiter que dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel. Autrement dit, c'est dans le cas où, par exemple, on est dans une situation où l'état d'urgence, n'est-ce pas, peut être proclamé. Et que cet état d'urgence est proclamé officiellement par un acte. On vote à l'Assemblée nationale, généralement dans la plupart des États. En dehors de ces situations-là, on ne peut pas, un État ne peut pas, n'est-ce pas, invoquer des troubles à l'ordre public pour interdire. L'État doit se donner les moyens, y compris les forces de sécurité en quantité suffisante pour pouvoir donc encadrer ces manifestations. Donc, tous les actes qui sont généralement posés en matière d'interdiction au Sénégal sont totalement illégaux du point de vue du pacte sur les droits civils et politiques. Et la bataille, évidemment, qu'il faut mener, c'est de continuer à faire des recours, même si les recours, il faut les faire après que votre manifestation soit passée, parce que justement, on se rappelle du recours de la RADDHO qui avait été intégré à la Cour suprême lorsque le régime d'Abdoulaye Wade a invoqué le fait qu'il y avait le Festival panafricain des arts nègres, qu'il n'y a pas suffisamment de forces de sécurité pour encadrer leurs manifestations. Et la Cour a dit non. A dit non, a rendu un arrêt pour dire qu'on ne peut pas invoquer l'existence d'une activité quelconque au Sénégal pour limiter ce droit-là. Nous aussi, on avait à l'époque saisi la Cour suprême parce que systématiquement le préfet invoquait des raisons diplomatiques pour refuser qu'il y ait des manifestations devant des ambassades. Et notamment devant l'ambassade de Gambie à l'époque. Et la Cour a rendu un arrêt pour dire qu'on ne peut pas invoquer les relations diplomatiques entre États pour interdire aux citoyens d'exercer le droit de manifester de façon pacifique. Donc la Cour suprême est chargée de veiller à ces droits et libertés. Il faut que, évidemment, et les partis politiques, et les syndicats, et la société civile puissent éprouver la Cour, l'amener à la saisir. Ne jamais renoncer à la saisir, continuer à la saisir pour qu'elle rende des arrêts. Si vous avez bien vu, lors de la dernière manifestation de Nyolank, le préfet n'a pas visé l'arrêté Ousmane Ngom. Oui, il a invoqué le fait que des militants du parti au pouvoir avaient également programmé une autre manifestation. C'est la première fois qu'il n'invoque pas l'arrêté Ousmane Ngom pour une manifestation qui devait avoir lieu à la place de l'indépendance. Mais c'est parce que simplement la Cour suprême a mis le gouvernement dans des dispositions inconfortables avec le recours fait par Amnesty, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO contre l'arrêté Ousmane Ngom et notamment en utilisant l'interdiction, l'arrêté du préfet qui interdit les manifs du PDS à la place
tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc il faut qu'on continue à utiliser ces recours pour évidemment obliger l'État à reculer. Alors, les libertés, on en parle. Aujourd'hui, on assiste à une menace générale contre ces libertés et dans tous les pays du monde. Au nom de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, on a des atteintes extrêmement graves à la liberté d'expression dans pratiquement tous les pays du monde. Vous savez qu'au Sénégal, on aime planquer toutes les lois qui ont été adoptées en France. Aujourd'hui, au Sénégal, lorsque vous devez vous prononcer sur beaucoup de sujets, vous devez faire très attention à ce que vous dites. J'aime rappeler l'histoire de ce professeur de Kolda, de cet imam de Kolda, qui est professeur d'histoire-géographie, qui, lors d'une prêche, a dit, oui, on nous parle de terrorisme, mais les plus grands terroristes au monde, c'est Barack Obama, c'est Nicolas Sarkozy, c'est tous ces gens qui ont bombardé la Libye, etc. C'est Benjamin Netanyahou qui tue tous les jours les Israéliens. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance, ce ne sont pas des terroristes. Mais dès la fin de la prière, on a voulu l'arrêter pour apologie du terrorisme. On a estimé qu'il était en train de faire l'apologie du terrorisme. Il a fait 2 ans en prison. 2 ans en prison. Il y a énormément de recours qui ont été faits pour une liberté provisoire. Le procureur s'est opposé à chaque fois. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est dans tous les pays du monde. Le délit d'apologie du terrorisme, c'est le délit le plus surveillé aujourd'hui dans Internet. Lorsque vous publiez dans Internet, la chose la plus recherchée aujourd'hui dans Internet, c'est l'apologie du terrorisme. Dès que vous écrivez quelque chose qui ressemble à une justification d'un acte terroriste, généralement, c'est ce qu'ils le font parce que ce sont des soutiens de la cause palestinienne, ce sont des gens qui sont révoltés par le comportement des grandes puissances en Libye, en Afghanistan et autres. Ils peuvent se retrouver arrêtés et mis en prison. Donc, ces lois qui ont été adoptées en France, aux États-Unis, un peu partout, qui sont reprises dans beaucoup de pays, y compris le Sénégal, mettent aujourd'hui en péril les libertés. Et au Sénégal, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter, parce qu'évidemment, en dépit de la loi évidemment, qui réprime le délit d'apologie du terrorisme, le président a annoncé, il y a une semaine, lors de la rentrée solennelle des cours de tribunaux, le vote prochain d'une loi, c'est la sécurité intérieure. Et en annonçant cette loi, il dit, il laisse entendre que le Sénégal, qu'il y avait un islam sénégalais. Un islam sénégalais qui était un islam confrérique, pratiqué par nos ancêtres depuis des siècles. Cela signifie que, évidemment, dans le collimateur de l'État, il y a tous ces autres courants islamiques qui sont au Sénégal, que l'on considère comme des courants radicaux, et qui, il faut le dire, n'ont jamais commis d'actes terroristes au Sénégal. Jamais. Jamais on a pris si quelqu'un, Al-Fala ou Ibadou ou autre, en train de commettre ou de planifier des actes terroristes au Sénégal. Peut-être que certains de leurs membres ont été arrêtés au Nigeria avec Boko Haram et tout, mais jamais il y a eu des actes, que ce soit l'imam Dao qui est mis dans cette catégorie, n'a planifié de tels actes. Donc, nous sommes inquiets qu'une loi soit adoptée ici au Sénégal et que cette loi puisse viser ces courants islamiques qui sont quand même au Sénégal depuis des décennies, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui font l'objet de menaces de la part de l'État. Je suis très sidéré que certains hommes politiques, et même dans la société civile, reprennent, n'est-ce pas, c'est un discours occidental. J'ai entendu, moi, dans des réunions de la société civile, dire le Hezbollah, c'est un mouvement terroriste, il est financé au Sénégal, etc. Le Hezbollah est quand même présent dans le Parlement libanais. Le seul mouvement qui a réussi à vaincre l'armée israélienne, c'est le Hezbollah, qui s'est battu pendant plus d'une décennie pour libérer le sud Liban de l'occupation israélienne. Alors on accepte on reprend au Sénégal le discours américain qui dit que le Hezbollah c'est un mouvement terroriste, alors qu'il est un mouvement légal au Liban, qui est présent au Parlement, qui est présent au gouvernement, qui lutte pour libérer cette zone de l'occupation israélienne. On accepte au Sénégal que ce mouvement soit, n'est-ce pas, brandé comme étant un mouvement terroriste. Donc il faut qu'on fasse très attention, parce qu'on est dans un pays de tolérance religieuse, n'est-ce pas? Et il ne faut pas que cette tolérance religieuse-là soit remise en cause, parce que simplement nous reprenons exactement le discours occidental et la même stigmatisation de certains courants islamiques qui est fait par les Occidentaux ici au niveau donc du Sénégal.
Donc, pour terminer, je dirais que les libertés, elles ont beau être proclamées, si les citoyens n'en sont pas conscients et ne sont pas prêts à se battre pour les défendre, elles ne seront jamais effectives. Les droits proclamés dans une constitution et dans des traités internationaux n'auront d'effectivité que si les citoyens sont conscients de ces droits et sont déterminés à les défendre. Parce que la nature de tous les régimes politiques, évidemment, c'est d'abuser des libertés. Et il faut que les citoyens, n'est-ce pas, en soient conscients, soient déterminés et soient unis chaque fois qu'il faut défendre ses droits et ses libertés. C'est ce que je voudrais dire en conclusion. Merci d'avoir parlé des différents types de libertés. Liberté politique, liberté sociale, économique. J'espère que Seydi va, dans sa réponse, je veux dire, sur un mot que vous avez souligné et sur un cas, c'est les libertés religieuses. Je le dis parce que tu as dit que vos deux noms sont très liés. Les Seydis sont très pieux. Je dis souvent d'ailleurs à mes parents sénégalais que les si, c'est aussi des Seydis. Parce que le nom, c'est des Soninké, hein, c'est Savané, si on écoute attentivement. Donc, c'est très profond, vos deux noms, et qu'on revienne maintenant sur la question de la liberté religieuse dans le contexte. Je pensais que l'autre Seydi allait insister davantage, parce qu'il y a effectivement problème. Et comme je sais que Seydi, l'auteur, quand on est dans la salle des gym, chaque fois qu'il y a l'heure de la prière, il arrête pour aller prier. Donc il est très pieux. Moi j'aimerais bien qu'il donne son point de vue sur la liberté religieuse. Il n'a pas été très provocateur, mais aujourd'hui dans ce pays, quid de cela? Il y a beaucoup de dérapages, dans tous les sens. Mais j'aimerais bien, parce que j'ai vu l'index, j'ai regardé la liberté religieuse, comment les Britanniques voyaient ça, et c'est là qu'on donne des débats très complexes aujourd'hui sur ces questions-là, tel que ça se manifeste dans le pays. Donc merci vraiment d'avoir souligné tous ces problèmes. Et au Sénégal, qu'on introduise notre histoire, les religions sont présentes depuis très longtemps, avant l'islam, avant le christianisme, et les adeptes de ces religions sont toujours là. Comment on doit vivre là, cela? Sans parler des confréries, etc., de manifestations. Donc voilà un thème extrêmement important. Le dernier intervenant avant Seydi, c'est Cham. Alors, je suis très content parce que j'ai vu Icité, pour le présenter, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est School for International Training? Il m'a dit oui. Alors, je viens, donc, merci d'avoir donné l'occasion. J'ai été directeur de School for International Training jusqu'en 2002. C'est quand il y a eu l'histoire du bombing que moi j'ai arrêté. Donc je suis très content de voir quelqu'un qui est là. Donc un programme très intéressant. Et je suis très content qu'il intervienne sur relire le libéralisme dans une perspective africaine. Dr Cheikh Cham. Donc je le salue et je vous encourage. Parce que ce fait de faire venir des étudiants étrangers, américains, il y avait même à l'époque des gens qui venaient du Brésil, du Japon, etc., venir faire un semestre au Sénégal, dans le cadre de la coopération, c'est extrêmement intéressant. C'est une ouverture sur le monde. C'est un programme que j'ai beaucoup aimé. Il était introduit par mon ami Cheikh Tidiane Gadio à l'époque, qui a été un des anciens directeurs aussi du programme, quand il était à Vermont. Donc merci, M. Cham. Vous allez nous donner un éclairage très intéressant. Merci. Nous sommes toujours dans une situation très inconfortable. Anciens étudiants, nous sommes supposés venir nous asseoir de l'autre côté et écouter ces grands profs que nous avons toujours eus, qui nous ont formés. Vous le confesserai-je, dussé-je vous décevoir, mais
la presse et la distinction de mes auditeurs ici me font me souvenir que c'est un ami que j'aurais préféré parler aujourd'hui. Lorsque, cependant, le professeur Seydi m'a demandé de venir participer à cet exercice, je me suis d'abord posé une question importante pour moi. Pourquoi inviter quelqu'un qui s'y connaît si peu dans ces théories sophistiquées du libéralisme et de la tradition libérale? Quelqu'un qui, plus est, se revendique de gauche, comme moi, par amitié. Mais je suis sûr que ce n'est pas par amitié, ce serait mal connaître Yankoba, qui, intellectuel averti, politique engagé, n'est pas un adepte des éloges vides et des tintamarres insipides. J'ai utilisé cette rime très pauvre pour me moquer un peu de lui, parce que c'est comme ça qu'il parle. Mais pourquoi donc? C'est après avoir reçu la carte d'invitation que j'ai compris. Il ne s'agit pas vraiment d'une invitation pour parler du livre, mais plutôt d'une invitation à réfléchir ensemble sur le même sujet. Yankoba nous convie, en rompant avec les traditions, ce qui est un peu bizarre parce qu'il nous a beaucoup parlé de traditions, mais il nous convie à faire de ce qui devrait être une réflexion sur son opus, un panel sur les sujets auxquels cet opus fait référence. Preuve d'humilité, s'il en est, vu que sous notre tropique, les lancements de livres sont souvent à des moments où on fait l'éloge de l'auteur et on s'en arrête là. Je me propose alors d'être fidèle à l'esprit de l'invitation de lire ce livre comme un appel à penser notre être là et notre relation à la liberté, au pouvoir, aux lois et à notre devenir. Je vais essayer de répondre à quelques questions d'ailleurs que mon frère Adi a posées. Puisqu'après tout, c'est en tant qu'africaniste ou au moins spécialiste des études africaines que j'ai été invité ici. Et je parle sous le contrôle de mes aînés, dont le professeur Gorgidja. Mon propos s'articulera sur 3 points. Le premier, très lié au paradoxe que soulignait notre professeur à tous, professeur Diop, africain engagé, politique et syndicaliste, qui écrit un livre sur l'Angleterre et pas sur l'Afrique. Cela me permettra aussi de parler de l'importance de ce texte dans la tradition intellectuelle africaine. Et cette intervention, je pense que c'est une intervention d'abord méthodologique. Ensuite, je parlerai de l'importance de ce texte dans la contemporanéité du libéralisme en Occident. Et je finirai avec les leçons de l'universitaire et homme politique sénégalais aux légistes et aux législateurs. Je ne vais pas... pour le taquiner, j'ai appelé la première partie un nègre à Londres. Un nègre à Paris. Lorsque j'ai rencontré Prof Seydi, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous nous sommes très vite liés d'amitié, une amitié très intense. Mais il y a toujours eu une chose qui m'a toujours paru un peu bizarre. Comment un Africain aussi authentique, parce qu'il est aussi fier, aussi brillant et cosmopolite, pouvait être si proche des idéaux de droite? Vu la presse de celle-ci, comment un syndicaliste, aussi à cheval sur les questions sociales, pourrait aussi être membre d'un parti libéral? Et donc, si je puis dire, sans anachronisme, je ne connais pas le mot, l'équivalent pour parler d'espace, mais anachronisme, comment un Africain comme ça pourrait-il être de droite? La posture de Yankoba Seydi était d'autant plus difficile à comprendre que nous en avons beaucoup discuté durant des tournées que nous avons faites pendant 3 ou 4 ans aux États-Unis, avec mon frère Ndjouga, Pape Ndjouga Ndiaye, qui est d'ailleurs là, où nous parcourions pendant 3 ou 4 ans environ 8000 km chaque année sur les routes américaines pour, dans notre cas, Pape et moi, rencontrer des collègues d'autres universités et lui
réfléchir précisément sur le libéralisme en Amérique. Et juste une parenthèse, donc il faisait des recherches pour un autre livre sur le libéralisme en Amérique, mais malheureusement, la somme de ces recherches qu'il avait faites avait été perdue. Sa voiture était cambriolée. Je me demande si la voiture était cambriolée. On se demande souvent où c'était une instance des limites des libertés individuelles. Parce qu'elle était cambriolée de façon bizarre quand même. Bref. Je disais donc qu'il nous était difficile de comprendre la posture de Yankoba, d'autant plus qu'on parcourait ce pays, les États-Unis, dans ses coins les plus reculés, et faisions l'expérience de l'échec d'une certaine tradition libérale. Surtout lorsque nous visitions les zones rurales, nous étions témoins au quotidien du racisme de ceux qui se faisaient adeptes du libéralisme et de la droite. Nous ne pouvions pas non plus ne pas remarquer dans les grandes villes que nous visitions l'effritement de la classe moyenne et ce qui était devenu une sorte de règne de la machine au détriment des humains dans les villes comme New York ou Washington, qui, eux, ces hommes, ressemblent terriblement à des automates. Nous n'étions pas les seuls à nous poser ces questions, à nous étonner de la posture de Yankoba. Plusieurs fois, il a eu à expliquer à nos collègues et africanistes et afrocentrés d'ailleurs, des universités de Howard, je me rappelle, de James Madison University, de Albert and Williams, la pertinence, pour un chercheur africain, de faire des études sur l'Angleterre, alors qu'il semble plus urgent de penser notre devenir en tant qu'Africains. Cette posture, celle des africanistes, pour répondre à mon frère Adi, donc cette posture-là, celle des africanistes qui demandent aux leaders africains de penser l'Afrique, est bien révolutionnaire, a priori. Et j'avoue qu'elle peut être nécessaire. De toute façon, elle est utile, sans doute. Mais est-elle aussi africentrée qu'on le pense, cette posture? Ou est-elle une posture moderne, occidentale, qui tient à penser le monde, à penser le monde à partir de catégories, de disciplines, qui tient à penser le monde en termes d'opposition qui divise et qui sépare, à l'image de la modernité de plomb qu'elle semble contester? Donc lorsque les africanistes nous demandent d'arrêter de penser l'autre pour se concentrer sur une réflexion essentiellement africaine, n'est-ce pas en faisant cela, ne sont-ils pas en train d'inventer une façon noire d'être blanc? Parce qu'après tout, cette division-là, elle est vraiment occidentale, et l'occidental de la blancheur, l'occidental blanche, l'occident blanc qui a divisé le monde en des espaces complètement différents. La posture africaine, je pense, est africentrée, et j'utilise le mot africentré et pas afrocentré, je fais attention, parce que l'un, je veux qu'il se centre sur l'Afrique et pas l'afrocentrisme qui vient d'une tradition particulière. Je ne vais pas vous ennuyer sur ces détails-là. Donc la posture africentrée serait plutôt celle qui dirait, Seydi semble impliqué, je suis humain, et tout ce qui est humain a un sens dans son contexte. Parce que c'est ça aussi l'Afrique. C'est pourquoi nous avons beaucoup de divinités. Et nous ne croyons pas traditionnellement à une vérité unique et ultime. Mais c'est que nous nous disons que nous sommes humains et tout ce qui est humain a un sens dans son contexte. Je peux donc en tirer une leçon. La posture de Seydi, ou ce que je peux voir dans ce livre sur l'Angleterre, écrit par un Africain authentique, qui n'a d'intérêt que pour son pays, il nous l'a montré à plusieurs reprises, s'inspire bien de l'Afrique tout en corrigeant la modernité coloniale. Ce que Seydi dit, c'est aussi comment la différence qui existe entre les peuples pourrait-elle me faire réfléchir sur mon présent et mon devenir. Et je reviendrai plus tard. Chez Seydi, la rencontre avec l'autre, en l'occurrence la tradition libérale britannique, nous permet de mieux comprendre notre devenir dans la fluidité essentielle de nos êtres et de nos sociétés. Je sais qu'il y a beaucoup de philosophes ici qui commencent à écarquiller les yeux. L'être, c'est bien ce qui ne devient pas, sont-ils en train de penser. Ma réponse, par contre, oui, le chef du département de philo ici, ma réponse, par contre, est que cela n'est vrai
que lorsqu'on prend l'appareil de mesure qu'est la montre pour le temps, mais si le temps, c'est celui-ci donc, le temps, c'est le temps dans lequel nous participons, alors on n'existe que dans la durée. Lorsque je dis ceci, je suis moins bergsonien qu'africain. Dans le même sens, lorsqu'on applique cette relation au temps, à la question de l'espace, on se rend vite compte que nous ne sommes pas si éloignés de l'Angleterre qu'on le pense. Il n'y a donc aucun problème à penser l'Angleterre, car ce que Seydi fait, c'est ce que les études africaines devraient être. Plutôt que de penser l'Afrique et de transformer cette discipline en une sorte de ghetto dans lequel nous nous enfermons, il faudrait, en tant qu'Africains, à partir d'une perspective africaine, penser le monde et créer les conditions de penser l'Afrique dans la mondialité. Donc c'est deux choses différentes. La tradition intellectuelle africaine, les études africaines ne sont pas nécessairement une réflexion sur un espace géographique que nous appelons l'Afrique. C'est aussi une réflexion sur le monde à partir d'une perspective locale qui serait l'Afrique. Et dans ce sens, on peut faire des études africaines même en pensant l'Angleterre. Il s'agit pour lui, Yankoba, de penser le monde, et en pensant le monde, il apporte une réponse à ce qui semble être un paradoxe. Être africain de droite ou être noir théoricien de la tradition libérale anglaise. Pape et moi, on a tellement attaqué là-dessus. Mais je pense qu'après avoir lu le livre, on peut comprendre d'où il venait. Ceci me permet de passer à mon second point. L'importance de ce texte dans la contemporanéité du libéralisme en Occident. Dans quel sens faut-il lire le texte de Seydi? En tant qu'Africain pétri de valeurs d'africanité, la lecture du libéralisme que Seydi propose peut être vue comme une critique et une remise en question d'un certain développement de la tradition libérale. Il s'agit d'une remise en orbite de la tradition libérale dont nous avions fait l'expérience aux États-Unis. Seydi propose de la remettre, cette tradition, sur le chemin qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celui de la célébration de l'humain, que nous appelons chez nous Nité, et que nous retrouvons surtout partout dans le continent. C'est le concept de Ubuntu ailleurs. On utilise d'autres noms dans d'autres espaces. Il s'agit de faire du libéralisme à la Burke et John Mill, fondé sur l'équilibre social et le mieux-vivre du plus grand nombre, sans autant nier la singularité de l'individu. Et on peut y revenir plus tard. Car c'est cela que les penseurs afrocentrés ou africentrés, c'est sur cela qu'ils se trompent souvent. Je vais aller plus vite. L'éloge du libéralisme qu'on peut voir dans le texte de Seydi peut donc être lu en Occident comme une consigne, un avertissement et une leçon sur les principes qui le régissent. Ce qu'il nous dit, Seydi, c'est aussi dans une perspective futuriste, même s'il semble faire à travers sa généalogie une histoire du libéralisme. Je suis d'accord avec toi. C'est un texte, on a l'impression, il fait de la philosophie. On a l'impression de lire Foucault parfois. Il fait une généalogie de cette tradition-là, de la pensée libérale. Et je ne savais pas qu'il fréquentait le département de philo, mais ça se sent, ça se sent. Parce qu'après tout, pourquoi ne pas créer... Imaginons que les États-Unis aujourd'hui, c'est après tout le bastion de la tradition libérale. Mais c'est un pays où les différences sociales sont les plus énormes dans le monde. Imaginez, il a fallu à l'Afrique du Sud des décennies pour créer un système qui créerait des différences entre les Noirs et les Blancs. Aux États-Unis, au nom du libéralisme, ils ont réussi à créer un système qui fonctionne exactement de la même façon. Et pire, parce que la différence de revenus entre un Noir et un Blanc aux États-Unis aujourd'hui est plus énorme que pendant l'Afrique du Sud, que la différence de revenus entre un Noir et un Blanc pendant l'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, au nom du libéralisme. Et je pense que ce texte-là nous ramène à la raison en nous rappelant les fondements même de ce que cette pensée-là devrait être. Et pour finir, le texte de Seydou, le politicien engagé, nous permet pas seulement de relire le libéralisme tel qu'il se décline dans les pays du Nord. Il est aussi un rappel et une injonction à nos légistes
ceux qui écrivent nos lois. Après tout, que le libéralisme soit le meilleur mode de gouverner l'Angleterre ou pas, importe peu à mon avis. Je ne suis pas anglais et je devrais me soucier un peu plus de mon pays. Mais pourquoi donc devrais-je lire ce texte ou ce livre? Qu'est-ce que j'y ai appris? Je pose exactement les mêmes questions que toi, Adi. La réponse peut bien être, pourquoi pas? Après tout, comme le disait Adi, je peux bien lire ce texte parce que je suis humain. Et rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger. Mais ce livre est utile. Et là, ma réponse est différente un peu de celle de Adi, car il apporte des débuts de réponse à nos légistes aussi. Versés, ceux-là qui sont versés dans la connaissance, l'étude, mais aussi surtout l'écriture des lois. Ce livre aussi offre une méthode de penser notre propre devenir, comme je le disais plus haut. Au-delà de l'histoire des lois fondamentales qu'il donne, du common law, de la Magna Carta, du Bill of Rights, il y a dans la généalogie que propose Seydi une méthode de pensée que nos législateurs devraient prendre au sérieux. Au-delà du fétichisme des concepts de liberté, de droits de l'homme, de constitution et d'égalité, Yankoba nous rappelle l'importance d'une autre approche de la légistique. Ce que Yankoba nous rappelle, c'est que les constitutions, les lois, les règlements ne sont pas nécessairement justes, appliquées et respectées de tous parce qu'elles sont lois. Elles le sont parce qu'elles s'inscrivent dans les réalités locales pour se fondre dans la vie de tous. Même si cela peut induire à des paradoxes. Il nous a parlé de l'idée de sujet britannique. L'Angleterre en est un exemple de constitution forte, constitution entre guillemets, enracinée dans les cultures locales, qui n'a point besoin d'être écrite. Quelle leçon et quel clin d'œil à ceux qui utilisent des subterfuges aujourd'hui pour faire un débat sur un possible troisième mandat. Nul besoin d'interpréter les lois pour faire des lois ou leurs esprits. C'est donc une invitation que le prof Seydi nous fait pour une autre approche beaucoup plus pratique de la légistique, qui, comme en Angleterre, permettrait d'écrire nos lois à partir de nos ontologies, de nos traditions et de nos organisations sociales. Malheureusement, la légistique au Sénégal est tributaire d'une tradition coloniale qui sait plus appliquer les lois que les penser, les écrire à l'aune des réalités locales. La logistique n'est pas fille d'une logique qui conçoit que les sociétés sont créées pour faciliter les relations sociales déjà existantes et non pour créer de nouveaux humains et donc la monstruosité dans laquelle nous nous retrouvons souvent. Je ne dis pas qu'il faudrait une loi qui ne ferait que codifier les us et coutumes sans les mettre au crible de la pensée critique. Ce n'est pas ce que je dis. Ce serait imprudent d'ailleurs, parce que les cultures aussi peuvent avoir tort. Mais nos lois devraient être inspirées de celles-ci, de ces cultures-là. C'est cela, plus qu'une constitution forte, comme le disait Obama, qui faciliterait l'adhésion du peuple et rendrait cette constitution-là forte. En vérité, ce que nous dit Seydi, c'est qu'il y a un préalable aux meilleures constitutions du monde. C'est l'adhésion du peuple. Cette adhésion du peuple n'est possible que si les lois sont tributaires de notre histoire. Ainsi, nos légistes, les rares que nous en avons, devraient tous lire le texte de Seydi. Comme il le dit à la page 190 du livre, quand on a une histoire, c'est se leurrer que de ne pas s'inspirer des lueurs qu'elle projette. Merci. Merci surtout pour avoir permis à ceux qui nous ont rejoints d'être édifiés sur ce qu'on a dit depuis ce matin. Une bonne synthèse. Je suis revenu sur la phrase de Terence. Et c'est des débats qu'on ne peut pas éviter. La place de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. On dit que l'homme est né en Afrique, chaque jour il y a des découvertes. Pour prouver ça encore, est-ce qu'on peut donc reprocher à un Africain de parler du reste du monde si l'homme est né en Afrique? Je rappelle d'ailleurs qu'un des membres fondateurs du SAES, paix à son âme, le docteur Afoutou, un des meilleurs gynécologues
les généticiens, nous disaient souvent en réunion du CS, c'est à l'époque où il y avait le sida. Mais il nous fatigue en disant que l'Afrique, il dit que l'homme est né en Afrique et de toute façon l'humanité va disparaître à partir de l'Afrique. Et il développait, il donnait des éléments pour dire qu'il ne faut pas se tromper. Si cette humanité doit disparaître là, c'est à partir du continent. Et je signale que quand j'étais Fulbright, il y avait un livre que j'utilisais souvent avec mes étudiants. C'est un historien kenyan qui l'a écrit, The African Experience, Ben Khapoya. Il disait que quand on est sur la Lune, le seul continent qu'on voit de manière claire, c'est l'Afrique. C'est pour cela que nous, on a des problèmes en tant qu'Africains. Ce qui se passe dans le monde doit nous intéresser. Et je recommande d'ailleurs ce livre souvent aux étudiants, il donne cette image. Et je signale aussi que Labriola, Amadi Alidien aimait bien ce livre, Thierno Diop, qui est dans la salle avec moi-même, on lisait souvent avec Amadi un bouquin de Labriola, Arturo Labriola, qui s'appelle Crépuscule des civilisations, et ça doit t'intéresser, parce qu'il dit que l'humanité n'a pas produit des types aussi sanguinaires que les anglo-saxons. C'est sa thèse qu'il développe dans le livre. Ceux qui ont le plus tué dans l'histoire, il les compare avec les nordiques et les latinos, mais il dit que les anglo-saxons, il n'y a pas plus sauvage. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je signale ça, c'est pour permettre de dire qu'il faut réfléchir sur tout cela. Bref, c'est dit, tu dois répondre à tout ça. Je sais que tu as 15 minutes comme tout le monde. Je vais être bref. Je vais aussi me passer de la présentation du livre tel que cela avait été annoncé et tel que cela se fait de coutume, puisque quelqu'un me disait qu'un match de football qu'on n'a pas suivi, quand on veut, quand le match est déjà déroulé et qu'on a envie de suivre ça, dès l'instant qu'on nous parle du score, on n'a plus envie de suivre ça. Du coup, je veux boucher donc mes oreilles pour ne pas entendre ce qu'il y a dedans, le temps que moi-même je le lise pour, voilà, justement prendre le contenu qu'il y a dedans pour savoir ce qu'il faut. Donc je ne ferai pas la présentation. Quelques questions. Et je dois commencer par vraiment remercier d'abord notre collègue Doyen Bouba Diop, mais également mes collègues et amis, Adiba. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, je sais que il ne veut pas qu'on parle de lui et je ne vais pas le faire puisque de toute façon l'idée c'était justement qu'on ne fasse pas d'éloge, même si c'est difficile. Et comme ça nous permet de parler un peu d'idées, comme vous l'avez si bien fait, Adi, Cher et Seydi, donc Seydi Gassama. Et je vous remercie d'avoir franchement non seulement planté le décor, mais d'avoir permis certainement à plus d'un ici d'avoir l'envie de parcourir les pages de ce livre et je suis sûr que certains le feront avec délectation. Donc moi, le nègre apparaît, cette idée-là, je vais à Londres. Déjà, je vais le garder parce que je n'avais pas pensé, dès que j'ai vu un nègre à Londres, j'ai tout de suite compris de quoi il devrait s'agir. Et déjà, ça résume en réalité tout ici. Puisqu'il n'y a pas, on parle aujourd'hui de mondialisation, il n'y a plus de frontières. Je ne sais pas si c'est vrai, puisque au même moment quand on nous dit qu'il n'y a plus de frontières, on sait que les gens meurent parce que justement on a mis des frontières, même si c'est des frontières artificielles quelque part qu'on a mises, parce qu'un groupe s'est entendu quelque part pour dire à tel endroit où il n'y avait rien, il n'y avait rien qui nous montre qu'il y a, où il devait y avoir une frontière, on a mis une frontière et les gens se battent. Ceux qui naturellement savent qu'il n'y a rien qui les sépare se battent parce qu'on leur a fait croire qu'il y a des frontières ici. Et là, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais tout de même, c'est la mondialisation dont on parle. Donc il n'y a pas de frontières pour ainsi dire. Ça veut dire que nous avons là le devoir d'aller ailleurs, de chercher plus loin encore, de ne pas nous en limiter. Puisque Adi a parlé de la Magna Carta, la Grande Charte de 1215, que les barons anglais ont obtenue par la force. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la première fois qu'on forçait la main à un souverain aussi absolu
pour lui arracher des libertés, même si ces libertés-là aussi, c'était à prendre avec des pincettes, puisque ces libertés ne concernaient qu'un petit groupe de gens privilégiés. Donc, mais au moins, liberté, c'est ça qui en a fait l'histoire. Donc, et l'antériorité de la charte du Mandé, sauf si on s'est trompé sur la date, puisque la charte du Mandé, c'est 1236. Et la grande charte des barons anglais, c'est 1215. Maintenant, il est possible, puisqu'on est dans une tradition plus ou moins libérale, du moins orale, il se pourrait bien que ce soit une erreur, puisque je ne sais pas comment on s'est débrouillé pour trouver une date exacte à cette charte du Mandé, même si moi je suis convaincu que la période certainement pourrait même précéder la grande. Et la chose la plus intéressante, qui est en même temps bizarre, c'est que entre les barons anglais et les Mandés, le peuple mandé qui est dans la clairière très célèbre de Korokan Fuga avait décidé de donner une orientation assez libérale, là aussi il faut qu'on soit d'accord là-dessus, à comment on doit gérer nos sociétés en Afrique, avec les droits aujourd'hui qui sont proclamés de façon assez belle dans les textes que nous avons partout, que ce soit des Nations Unies ou des grandes chartes que c'est déjà décliné ici. Eh bien, ces deux ne s'étaient pas connus. Il n'y avait pas l'Internet pour qu'on puisse envoyer un message pour savoir que de Runnymede, qui est tout près de Londres, où il y a eu cette concession du roi Jean sans terre, de sa liberté, à Sunyata ou aux Mandés qui étaient dans la clairière de Korokan Fuga, il n'y avait pas de connexion entre eux pour qu'ils sachent chacun des deux côtés ce que chacun faisait, pour qu'il y ait une telle convergence. Ce n'était pas possible. Comment c'est arrivé? C'est la preuve que justement la liberté, elle est consubstantielle à l'individu. C'est très clair. C'est pourquoi on ne peut pas apprendre la liberté. Quand on vous dit qu'on vous apporte la liberté, ou je ne sais pas, c'est le droit, c'est que on vous ment, c'est pas vrai. C'est en nous tous. Donc, et j'irai même plus loin pour rassurer les Afro ou les Afri, voilà, pour dire que, à mon avis, la liberté, elle est née en Afrique. Pourquoi elle est née en Afrique? Parce que si les historiens sont là, on est tous d'accord que l'homme, pour la première fois, s'est levé en Afrique. L'Homo erectus. Si cela est vrai, ça veut dire que la liberté, elle est née ici. Puisque c'est à travers cet acte historique, le professeur Bacheli, un éminent historien, est là. C'est à travers cet acte. Donc on se libère. On était à quatre pattes, il n'y a pas de liberté. Donc on marchait à quatre pattes, on n'a pas le temps de créer quoi que ce soit, on n'est pas libre, puisque les seules choses qui nous guident, c'est d'aller chercher de quoi nous nourrir, quitte à tuer l'autre pour que nous survivions. Mais dès l'instant qu'on s'est levé, la libération, c'est parce que les deux mains, nous avons les membres supérieurs qui sont levés et qui maintenant cherchent à faire. Donc quand on fait, on va créer les conditions d'amélioration dans notre condition d'existence. Ça veut dire que justement cet acte, à mon avis, était le premier acte de libération. Donc quand on parle de libération, finalement, on aboutira à la liberté et à tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que je suis très content de voir entre les Anglais et les Africains beaucoup de similitudes. Aujourd'hui, il a parlé de la Constitution en disant, entre guillemets, il a parfaitement raison. L'une des premières constitutions, aujourd'hui quand on parle des États-Unis, c'est le plus vieux État au monde. J'ai dit aux étudiants, c'est le plus vieux État au monde. Ils disent, mais attends, c'est dans le nouveau monde quand même. Je dis oui, le plus vieux État au monde, dans le nouveau monde, malheureusement, il est dans le nouveau monde. Comment on peut être le plus vieux État et être en même temps un pays du nouveau, comme dit, nouveau monde? Il y a un paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe parce que c'est la constitution écrite, la plus vieille. Les autres, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de constitution. Mais la constitution la plus vieille, c'est celle des États-Unis. Elle est écrite par des fondateurs qui avaient comme inspirateur celui qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme moderne, c'est-à-dire John Locke.
D'ailleurs, les fondateurs américains ils disaient de lui d'ailleurs que c'était he was our philosopher. Donc, c'était leur philosophe. Et c'est lui d'ailleurs qui avait écrit les Constitutions de la Caroline. Il y avait tellement les pages de la Constitution de 1787, on trouve c'est comme si voilà, on ouvre les traités de Locke et puis on change les virgules et puis tout est bon. Donc, les similitudes, la Constitution qui n'est pas écrite aujourd'hui en Afrique, une tradition orale, mais quand vous avez une constitution non écrite dans un pays qui s'appelle la Grande-Bretagne, avec tout ce qu'il y a comme tradition, vous avez un parlement qui a une chambre élue, donc moderne sur les principes de démocratie, à côté d'une autre chambre très traditionnelle, une chambre qu'on appelle chambre des lords, où les membres ne sont pas élus. Il peut se poser des questions de prérogatives, qui doit faire quoi, pourquoi vous, nous sommes élus, pourquoi pas nous, vous. Et en même temps, à côté de cela, vous avez un exécutif, là aussi à deux têtes, une royauté qui n'a plus de pouvoir, en réalité de pouvoir politique, à côté d'un gouvernement, d'un premier ministre qui a à peu près les pouvoirs absolus du monarque absolu de l'époque. Là aussi, normalement, tous les jours, il doit y avoir clash. Ici, dans nos pays, nous avons écrit des constitutions, mais malheureusement, on se retrouve chaque fois à revenir interpréter les choses certainement très claires pour dire est-ce qu'il faut un troisième mandat ou pas? Est-ce que l'article ne dit pas ceci? Est-ce que l'article dit ceci? Un pays qui n'en a pas, un pays qui n'en a même pas, et le problème ne se pose même pas. Des pays qui en ont, le problème se pose toujours. Ça veut dire qu'il y a quand même du chemin que nous devons faire. Et je suis d'accord qu'on peut avoir fait de grands pas, mais le monde bouge, le monde évolue. Actuellement, on parle d'aller à la planète Mars. Et il faut marcher pour arriver à Mars. S'il faut marcher pour arriver à Mars, il va falloir beaucoup marcher. Et je suis sûr que justement, on va trouver beaucoup de moyens de pouvoir aller beaucoup plus rapidement à Mars. Et à ce moment-là, il me parle que justement, pour aller à Mars, s'il faut marcher, c'est de la farce finalement. Donc à mon avis, nous avons honnêtement, nous n'avons pas grand-chose à envier, mais nous avons également tout à envier, puisqu'il nous faut être humble. Quand on est humble, on crée les conditions d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va apprendre. Ceux qui ne sont pas humbles n'apprennent pas. Et en Afrique, il y a, paix à son âme, et nous sommes d'ailleurs dans la salle qui porte son nom, Amadou Alidji, qui disait on aime tout ramener à nous, tant que si on dit mais l'Afrique aussi doit avoir ça, ou l'Afrique aussi a ça. Donc nous avons été les premiers. On peut avoir été premiers et après se retrouver dernier. Mais quand on comprend, et on est humble, quand on comprend que ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas un mal, on peut se trouver. Ceux qui sont devant aujourd'hui étaient derrière. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et demain, ils sont devant aujourd'hui, demain, ils seront derrière. Ceux qui sont derrière, certainement seront devant s'ils pensent qu'ils doivent être devant. Parce qu'il faut vouloir aussi être devant. Et je pense que ce sera le cas. La question des religions, des libertés religieuses, à cette question-là, je réponds très simplement et très facilement. Et je suis convaincu que le savoir, il est universel, ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais que les croyances sont particulières. Et si on part de cela, le débat ne se pose même pas. La question des libertés religieuses, moi je ne vois pas pourquoi on doit en faire un débat, puisque après tout, il m'est loisible de croire ou de ne pas croire. Et je dois reconnaître à l'autre également la même chose. Si on s'entend sur ça, nous vivrons tous sur la même planète, en paix, et sans pour autant qu'au nom de la religion, eh bien, certains puissent décider que d'autres doivent cesser de vivre et que d'autres doivent continuer de vivre. Et ce sont des dangers, des menaces qui nous guettent aujourd'hui, que les gens ne comprennent pas que tout ça est question de liberté.
On est libre naturellement. Et ce n'est pas un problème puisque la liberté, c'est elle-même qui met le premier barrage qui certainement, s'il n'était pas là, nous permet de franchir une frontière pour nous retrouver dans une zone de danger. Parce qu'on va mettre l'autre en danger. Et ça, la liberté elle-même met son propre garde-fou. Ma liberté va s'arrêter là où commence celle de l'autre. Si tout le monde s'entend sur ces éléments-là, normalement, comme moi j'ai l'habitude de dire, que les philosophes le disent de façon très claire, mais c'est la plus belle chose au monde, la liberté. Si vous trouvez quelque chose qui est plus belle au monde, quelque chose de plus beau, autant pour moi que la liberté, venez me voir. Je ne suis pas sûr qu'il y en a. La preuve, quand notre collègue était en prison, nous avons tous, quelque part, Babacar, je crois qu'il est parti, j'ai dit une fois à tous, essayez de nous mettre à sa place, ne serait-ce qu'une seule seconde. Quand vous devez vous mettre à l'idée que vous allez perdre votre liberté, ne serait-ce qu'une seule seconde, c'est à ce moment-là que vous serez capable d'apprécier la liberté, sa beauté, et voilà. Donc, les libertés religieuses, à mon avis, il faut même pas que ce soit un débat, chacun est libre. Si chacun est libre de croire ou même de ne pas croire, donc ne parlons même pas de religion. Et ça, la chose est réglée de cette façon-là. Maintenant, à dire les limites du système britannique, c'est clair. J'ai pas besoin de... Parce qu'il y a quand même un terme sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui me choque moi-même. Les Anglais parlent des libertés comme étant les libertés anglaises. Ils disent les libertés anglaises, English liberties. Ils ne disent pas les libertés sénégalaises, les libertés anglaises. Et ça, il y en a 4 types qu'ils ont identifiés. Mais le fait même de dire liberté anglaise, c'est vrai que dans ce terme, à mon avis, nous avons toutes les conditions pour que ces gens-là puissent rêver d'hégémonie qui les a menés sur toutes les mers du monde et sur toute la terre. Vous avez parlé de la moitié, c'était la moitié, plus de la moitié de la terre, mais plus de la moitié de la population. Un petit peuple, un petit pays qui a pu dominer ce monde-là. Ils étaient partis de quoi? Les libertés anglaises. Et bien, on va faire quoi? Les autres, certainement, ils ne doivent pas en avoir. Il y a des relents hégémoniques dans ce vocable. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quand un peuple a des pouvoirs, certainement, c'est difficile qu'ils ne puissent pas l'exercer. On a vu les empires, les Romains ne s'étaient pas arrêtés à Rome, les Vikings ne s'étaient pas arrêtés en Europe du Nord. Peut-être que vous allez me dire que même les autres empires, les Perses ne s'étaient pas arrêtés dans les territoires perses, ils sont allés ailleurs. Et tous les autres empires, c'était comme ça. Ça, c'est une certaine logique historique qu'on a ici, mais qui doit être en même temps une leçon pour nous tous. Et la conclusion, pour dire quoi? Pour dire que, encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est que en tant qu'Africains, que nous ne nous éloignions pas de qui nous sommes, de ce que nous sommes, et que nous partions, et le professeur Chertiam l'a si bien dit, que nous partions de nous-mêmes, que nous tirions du fond de nous pour faire ce que nous voulons. Et là, justement, notre propre natte, il faut qu'on la tisse aussi. Si on ne la tisse pas, d'autres vont la tisser pour nous. Et à ce moment, elle peut être présentée à nous comme étant même la nôtre, mais ce n'est pas la nôtre. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je dis bien tout le monde. Je ne veux pas du tout oublier une seule personne et je ne veux pas le faire parce que tous ceux qui ont laissé, disons, sacrifier cette matinée de leurs activités, je sais qu'ils l'ont fait parce que d'abord, ils ont du respect pour la science, parce que ça, on le fait pour la science, mais c'est qu'ils ont du respect pour ma personne que certainement je ne mérite pas, mais je reconnais que quand même, il faut les identifier, les remercier et faire en sorte que ce déplacement que vous avez fait ne soit pas un déplacement vain. Et je voudrais dire à ce niveau, j'ai déjà certains de mes étudiants qui sont là, et je suis sûr
qu'au retour, ils vont me reposer des questions, puisque il y a un cours un peu sur ça, et j'aurai certainement le temps de développer ces questions-là avec eux et dans les salles. Mais pour le reste, le professeur Abdoulaye Bathily, je voudrais vous remercier, vous féliciter. Votre œuvre, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique et même sur le plan diplomatique, qu'on oublie souvent. On a vu tout ce que vous avez fait, c'est pas... certains retiennent ce que vous avez fait à Madagascar seulement, ce n'est pas seulement cela, il y en a plein. Je pense que vous êtes l'un des rares politiques pour qui la jeune génération a du respect, parce que certains, ce qui se passe assez souvent, qu'ils ont des idées, mais pour certaines circonstances, ces idées-là ne sont plus les idées auxquelles ils croient, et ils changent d'idée. Et c'est dans cette même logique que mais j'ai eu du mal à parler de lui. Mon beau-père, il ne me considère pas comme son beau-fils, il me considère comme son fils, le président Yaya Sen, du Parti Socialiste, fidèle au Parti Socialiste. J'ai dit le Parti Socialiste aujourd'hui, après avoir perdu le pouvoir, certains s'étaient même perdus. Mais lui, comme d'autres grands monsieur, et je le dis comme ça pour un peu créer la familiarité, ne se sont jamais perdus. Ils ont gardé la maison PS. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est un exemple à montrer à la jeunesse. Nous, c'est cela que nous voulons. Ceux qui demeurent convaincus que les idées qu'ils avaient, bonnes ou pas, ça, ces idées auxquelles ils croient jusqu'à présent. Et à mon avis, c'est un exemple. Donc, je dois remercier tous mes collègues ici. Et ils sont très nombreux, j'en vois. Monica, peut-être que je n'ai même pas besoin. Voilà. Mais Batissamb, je reste ton étudiant. Jusqu'à présent, je reste ton étudiant. Je ne suis pas ton collègue, je suis ton étudiant. Je reste l'étudiant de Gorguidien. Je ne suis pas votre collègue, je suis votre étudiant, et jusqu'à présent, parce que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre de vous, et ça, rien ne peut changer cela. Anna-Marie, ben, je vais vous rassurer, le document qui était perdu, c'était justement ça. C'est la perte de ce document-là qui a retardé sa sortie. Mais le document sur les États-Unis, il est en lieu sûr. Mais la personne qui m'a aidé, et j'ai mis dans le livre, quand j'avais perdu ce document, c'était volé dans la voiture. On a ouvert la voiture, je ne sais pas par quel moyen, parce que la voiture n'avait pas de dommages. Et en plein jour, à l'université, pendant qu'il y avait tous les vigiles de l'université étaient mobilisés ce jour-là, parce qu'il y avait des élections pour les représentativités des centrales. C'est ce jour-là que ce malin a choisi pour ouvrir gentiment la voiture et prendre seulement la machine et laisser l'autre machine qui était juste un vidéoprojecteur et partir avec. Mais voilà, la personne, déjà à ce moment, je me disais, je lui dis, mais Anna, je sais que je suis vivant, mais j'ai perdu 50% de ma vie. Et ça se voyait. Et Anna me dit, non, tant que tu vis, et je ne sais plus la formule qu'il y a. C'est pourquoi dans le livre, je dis, après la mort physique du document, Anna a ressuscité virtuellement ce document. C'est grâce à ça. Elle est chercheur à l'IFAN. Anna, je vous remercie pour ça. Le document sur les États-Unis, ça va sortir. Juste après le prochain livre sur ce passé. Donc, Dan Bernardi, tous ses collègues, je vois Oumoussal, je vois comment ça s'appelle, Fatou, je vois Yoro, mais je vois, je dois dire mon... On va arrêter, c'est sûr. Je vais terminer par... Non, c'est pas possible. Je ne peux pas l'oublier. L'oublier, c'est m'oublier. Je ne peux pas le faire, c'est pas possible. Tous nos collègues par là, Babacar, merci d'être venu. Notre collègue libéral, il faut qu'on se revoie, parce que moi j'ai envie de discuter avec lui, lui qui vit le libéralisme de façon concrète. Peut-être que je vais faire moins de théorie et faire beaucoup plus de pratique également, même si lui également. Je termine en disant un grand merci à tout le monde, mais particulièrement à mon épouse
qui a organisé tout cela. Moi, je lui disais, écoute, c'est pas la peine parce que de toute façon, on va se rencontrer, on peut parler, un peu de science et puis le reste, on va libérer tout le monde. Elle m'a dit non, parce que quand les gens vont venir, il faut ceci, il faut cela. Elle m'a permis de voir ce que je n'avais pas pu voir. Je pensais pouvoir voir cela, je n'ai pas pu voir cela. Et comme je n'ai pas pu voir cela, elle a pu faire boire. C'est pourquoi, comme elle a pu faire boire, moi je lui donne un pourboire, ce sera ce soir. Merci à tous. Je termine par Lamine Ba, parce qu'il est venu représenter mon leader, Idrissa Seck, qui n'a pas pu faire le déplacement, et lui qui a envoyé Lamine Ba. Donc Lamine est un grand frère déjà, et un ami. Et il est venu, je dois le remercier d'avoir été là. Et je lui dirais de dire au président Idrissa Seck que j'ai vu son envoyé, il a envoyé son secrétaire général, le secrétaire général du parti. Et Lamine, depuis qu'il est là avec nous, il est en train de travailler dans l'ombre, en douce, mais de façon très efficace. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme des limites de notre parti. Lamine, avec toute l'expérience qu'il a acquise, je pense que l'expérience acquise avec l'expertise requise, Lamine nous amènera beaucoup de choses. Merci. Comme aujourd'hui on a écouté les British, Moulay Bathily fait partie aussi, ce qu'on appelle les nègres à Londres, fait partie des premiers. C'est bon de s'y aller. Mais lui, c'est la tradition allemande. Et j'aimerais, voilà, parce que le nègre à Berlin, je souhaite que dans les jours à venir, notre frère puisse également apporter sur l'écologie, sur un certain nombre de questions, l'environnement. Donc merci et bon appétit, du courage. Voilà.